Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce live Sénat à destination de l'industrie de l'assurance. Je suis Élodie Champagnat, Chief of Staff chez Sénat et aujourd'hui, plus qu'un webinar, on voudrait faire un véritable crash test des produits d'assurance. Décrypter ce qui fait la réussite ou l'échec d'un produit et puis comprendre tous les leviers pour passer le crash test. Comme d'habitude, vous le savez, mais je le dis pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, on a choisi d'être très concret, avec un objectif qui est de vous apporter des idées actionnables tout de suite après notre événement. Pour traiter de notre sujet aujourd'hui sur la rentabilité des produits, on partagera d'abord une vision croisée de la rentabilité entre tous nos intervenants. Ensuite, on parlera vraiment d'exemples concrets. On parlera de produits qui ont été vraiment performants, mais aussi d'échecs dont il est intéressant d'apprendre toujours. Et enfin, on parlera des pièges à la rentabilité et de comment les contourner. Alors, pour aborder ces sujets, on s'est entouré des meilleurs. On aura aujourd'hui avec nous 4 experts et je vous les présente tout de suite. D'abord, on a Fanny Gilbert. Fanny, toi, après plusieurs années dans le secteur des télécoms, tu as rejoint l'assurance en 2007 à des postes de direction, développement et marketing chez Soliazar, chez Antoria et aussi au sein du groupe Interial. Et depuis près d'un an, tu es désormais dans le groupe Meilleur Taux au poste de directrice générale adjointe de l'activité santé. Ravie de t'avoir avec nous, Fanny. Ravie, merci. Omar Benjeloun, bienvenue Omar avec nous aussi. Toi, après plusieurs années dans le conseil plutôt, avec des missions plutôt autour d'enjeux bancaires, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en créant d'abord Win Win Only, une start-up dans le secteur du voyage, si je ne me trompe pas. Et tu as fait ensuite ton entrée dans le monde de l'assurance en 2020 quand tu as rejoint Lovis. Lovis, l'objectif, c'est de construire une plateforme pour les particuliers qui va regrouper tous ces contrats et donner une visibilité sur les services et les paiements qu'il a pu faire sur tous ces contrats. Et chez Lovis, toi, Omar, tu es le directeur technique et produit. Bienvenue. Merci beaucoup. On a ensuite avec nous Arnaud Demoulin-Beaufort. Toi, Arnaud, tu es directeur des solutions affinitaires chez Willis Towers Watson France. Ça fait 17 ans que tu évolues dans ce groupe, à des rôles très internationaux, que ce soit sur de l'assurance de personnes, affinitaire ou IARD. Tu as été successivement directeur de différents pays, Madagascar, le Niger, le Liban, l'Afrique. En parallèle de tout ça, tu as été pendant 6 ans conseiller au commerce extérieur de la France. Ton expertise aura beaucoup de valeur pour notre échange. Merci d'être présent. Merci, Élodie. Et enfin, on a avec nous Nabil Sediki. Nabil, toi, tu es expert de l'actuariat. Tu occupes cette fonction depuis 15 ans, d'abord chez Réunica sur de la prévoyance santé. Ensuite, pendant 6 ans, chez AG2R La Mondiale, à la direction d'équipe, chargée d'études et actuaire sur de la gestion de risque santé, prévoyance collective. Et aujourd'hui, tu fais partie de l'équipe Sénat, où tu es responsable du pricing. Et donc, ça sera super utile d'avoir ta vision assureur pour notre conversation. Merci d'être là, Nabil. Merci, Élodie. Voilà, donc les présentations sont faites. Juste avant qu'on démarre, j'aimerais rappeler à notre audience que vous avez vu certainement déjà le chat. Vous pouvez laisser vos commentaires, vos avis, mais aussi vos questions. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau ou à la fin, si c'est plus pratique pour l'échange. Voilà. Je vous propose de tester tout de suite la plateforme avec une première interaction et un petit sondage qui va s'afficher tout de suite pour vous. Et j'aimerais qu'on demande à notre audience quels sont les challenges principaux que vous rencontrez en matière de rentabilité. Voilà, donc vous avez le sondage. Est-ce que les challenges, c'est plutôt autour de la distribution, autour de la sinistralité, autour des frais ou encore de la rétention client? Je vous laisse prendre le temps de lire les différentes options, de répondre et on reviendra sur vos réponses un peu plus tard dans la conversation. Et je vous propose qu'on rentre dans le vif de notre sujet. Dans notre première partie, je vous disais, on va partager les visions de chacun pour bien asseoir dès le départ de quoi on parle quand on parle de rentabilité. Nabil, si tu veux bien, on peut commencer avec toi. Aujourd'hui, dans notre audience, tu le sais, on a des courtiers, on a des assureurs et j'aimerais bien que tu nous dises un peu ce que tu penses de leur
attentes, de ce qui diffère dans leurs attentes en termes de rentabilité. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Les assureurs et les courtiers cherchent tous les deux à être rentables, mais effectivement, leur façon d'y arriver est très différente. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même rôle dans la chaîne de valeur. L'assureur, lui, va avoir une vision qui est très axée sur la rentabilité technique des produits. Concrètement, il va analyser l'écart entre les primes perçues et les sinistres payés, qui va être mesuré par le fameux ratio S sur P. Et les enjeux de l'assureur pour optimiser sa rentabilité, ça va être d'abord de réaliser une tarification adaptée au risque, tout en s'assurant que le produit reste compétitif, et de s'assurer également que le portefeuille reste équilibré sur le long terme. Le courtier, lui, il va avoir une vision plutôt axée sur le volume de vente des contrats d'assurance. Sa rentabilité, elle provient plutôt des commissions sur les contrats qu'il place, et il doit développer son portefeuille, fidéliser ses clients et leur proposer les meilleures offres. L'enjeu du courtier, c'est de maximiser les volumes et la satisfaction du client. Et donc, in fine, les deux, l'assureur et le courtier, vont se rejoindre dans la mesure où ils veulent tous les deux un portefeuille qui soit rentable et durable. Et l'enjeu de ce partenariat, ça va être de trouver le juste équilibre entre la rentabilité technique, un bon positionnement tarifaire et un niveau de commission qui convient. Et pour s'assurer de la durabilité du portefeuille, il est primordial que l'assureur et le courtier soient alignés sur les indicateurs qu'ils souhaitent suivre au cours de la vie du produit et qu'ils définissent ensemble quelle est leur cible en termes de rentabilité. Merci Nabil pour cette double vision, du coup, courtier-assureur. Omar, toi, tu es courtier. Est-ce que tu partages cette même vision? Écoute, donc déjà aussi, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors oui, je partage cette vision avec un angle un peu différent. Aujourd'hui, notre vision, c'est que chaque assureur a à peu près sa vision de la rentabilité. Donc, comme le disait Nabil, la plupart se basent bien sûr sur les ratios combinés, avec d'autres une vision un peu plus lissée sur plusieurs années pour mieux évaluer la rentabilité du portefeuille, bien sûr en intégrant ou non des coûts opérationnels qui varient d'un acteur à l'autre. En fait, l'évaluation de cette rentabilité va vraiment dépendre d'un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre notamment de maximiser les revenus tout en maîtrisant les coûts et en assurant la pérennité du portefeuille grâce vraiment à une bonne gestion et une fidélisation. Moi, en tant que courtier, j'ai une vision qui est un peu différente, c'est-à-dire que je dois absolument m'aligner avec cette définition de la rentabilité pour que je puisse parler le même langage que mes partenaires assureurs. Et nous, chez Lovis, on distribue un certain nombre de produits d'assurance, de l'IARD, de la vie, sur un marché extrêmement concurrentiel où donc clairement la rentabilité est au cœur de toutes nos décisions. Et notre approche, elle est clairement axée sur la distribution. Donc, contrairement aux assureurs qui vont intégrer la sinistralité sur la notion de rentabilité, nous, la rentabilité, elle est plutôt basée sur l'optimisation de l'acquisition client, de sa fidélisation et d'intégrer également la vision des coûts opérationnels. Donc, on va se concentrer principalement sur un modèle qui va être basé sur la marge générée entre la différence entre nos revenus, donc ça va être des commissions, ça va être des frais, mais également les coûts d'acquisition. Donc, c'est vraiment, au lieu que ça soit un S sur P, ça va être plutôt revenu annuel sur les coûts d'acquisition. Et donc, on va analyser mois par mois la performance de nos ventes. Il y a clairement la volumétrie, mais il y a aussi de se dire, est-ce que finalement, on ne vend pas à perte? Donc, on va rapporter le budget investi au niveau des volumes d'affaires nouvelles qu'on va faire, tout en ayant pour objectif toujours équilibrer le revenu annuel par contrat et les budgets engagés. Donc, la rentabilité, en fait, se construit vraiment sur une vision long terme. Dans un secteur qui se veut très compétitif, vraiment, il est pour nous nécessaire d'avoir une stratégie tarifaire qui soit attractive, mais en veillant bien sûr à ne jamais vendre à perte. Et c'est là où est vraiment notre vision de la rentabilité. Merci Omar, c'est super clair. Je me permets une petite digression. Tu vois, tu parlais toi d'un ratio plutôt revenu annuel sur coût d'acquisition. Ça me donne envie pour l'audience de comprendre quels sont les outils que tu utilises pour piloter ta rentabilité. Alors, clairement, le vrai sujet aujourd'hui pour piloter la rentabilité, je pense que la plupart des compagnies qui évoluent sur ce secteur ont une vision extrêmement orientée data. Donc, pour piloter cette rentabilité, pour nous, il est essentiel d'avoir une infrastructure data extrêmement solide et des outils de pilotage ultra précis. Donc, pour nous, la base de tout, c'est d'avoir une équipe data ultra performante qui va vraiment nous aider à construire et avoir les outils adaptés. Aujourd'hui, on a une data warehouse qui est
assez solide qui s'alimente au fur et à mesure. On utilise BigQuery qui nous permet vraiment de créer les requêtes et de créer les données et les métriques qu'on veut avoir. Et donc, l'objectif, clairement, c'est d'avoir une vision claire et en temps réel de nos performances. Donc, on va avoir construit un grand nombre de dashboards sur, par exemple, on utilise nous Power BI et Google Analytics. Et chaque matin, la première chose que je fais, c'est que je regarde mes différents dashboards, je vois mes taux de conversion, mes coûts d'acquisition, mes revenus qui sont pilotés au jour le jour, voir également mes ventes, mes résiliations. Vraiment, j'ai une vision 360 sur tous mes enjeux. Et j'ai même mis en place un certain nombre d'alertes automatiques sur les objectifs qu'on s'est fixés. Dès qu'on est en deçà, on a la possibilité de regarder ce qui se passe et d'ajuster au fur et à mesure. Et pour moi, au-delà de cette vision de dashboard, il y a aussi une collaboration étroite et transparente avec nos partenaires assureurs, puisqu'on travaille également à partager cette donnée avec eux pour identifier quels sont, on va dire, les éléments de segmentation approfondie qu'on peut mettre en place pour optimiser nos produits sur la base des données qu'on va leur partager. Ok, merci d'être aussi concret sur les outils que tu utilises. J'espère que ça servira à d'autres. Merci Omar. Fanny, tu vois, on a partagé là la vision assureur, la vision courtier. Mais pour un courtier grossiste, est-ce que c'est encore un peu différent ? Alors bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, pour un courtier grossiste, on est pile poil, je dirais, entre les deux visions, et c'est là qu'on apporte un élément de différenciation. En fait, le grossiste, on est nous dans une relation tripartite. On a une relation très privilégiée avec le porteur de risque, et grâce à un grossiste, le porteur de risque va pouvoir tester des produits, être dans l'innovation grâce à nous, puisqu'on est concepteur de nos offres, et on va aller chercher la différenciation qui permet d'aller engendrer des nouveaux produits, tout en assurant aux porteurs de risque que les contrats, les produits seront bien gérés. Donc ça, c'est une vision que l'on partage avec le porteur de risque, de bons contrats bien équilibrés, qui sont bien gérés. Et puis, pour nos courtiers, le réseau de courtiers, en passant par un grossiste, ça leur assure de pouvoir développer leur business. Donc ça, c'est un point important. Donc cette relation tripartite est très, très, très importante. Et de fait, ce qui va faire la rentabilité dans cette relation tripartite, c'est nous, côté grossiste, notre capacité à piloter strictement le réseau et les résultats techniques, et de l'autre, d'être en capacité d'engendrer des affaires nouvelles et de constituer du portefeuille. Donc, ce pilotage strict du réseau, c'est le premier levier de rentabilité qui est absolument fondamental, qu'on doit avoir en tête. Et du coup, les outils sont clés dans ce cadre-là, c'est-à-dire avoir un bon extranet courtier qui permette d'orienter le bon produit et de bien choisir ses risques. Et d'assurer pour les courtiers une pérennité et d'avoir pour le courtier distributeur de bien gagner sa vie, sinon il ira vendre ailleurs. On est dans un réseau non captif, c'est important d'avoir ça en tête. Donc il faut donner envie de distribuer nos produits et que ça soit à des bons tarifs. Ça, c'est important. Il me semble aussi que le deuxième levier de rentabilité qu'on doit bien avoir en tête, c'est la qualité de gestion des contrats. En tant que grossiste, nos porteurs de risque nous octroient une délégation de gestion et de distribution, et donc la gestion doit être très efficace. Ça veut dire qu'on doit avoir une qualité de contrat qui est au rendez-vous, on doit bien s'assurer que les risques sont bons et bien traiter les rejets, les impayés, le recouvrement, tous ces éléments-là. Et donc, il y a des coûts. Et donc, nous aussi, de notre côté, il y a une rentabilité qui doit être totale pour le courtier grossiste. Et évidemment, une fois que le produit est lancé, on suit la rentabilité avec l'assureur, on s'assure que l'assureur gagne sa vie et que les produits seront rentables. Donc, c'est à travers des comités de pilotage, quelque chose d'assez strict. Donc, finalement, les métiers qu'on trouve chez les assureurs, on les a chez les grossistes avec une équipe d'actuaires et ensemble, on pilote de manière à anticiper les risques possibles d'augmentation de tarifaires, parce que ça ne fait plaisir à personne d'avoir des augmentations tarifaires trop importantes, et donc d'anticiper au maximum le churn que ça pourrait engendrer. Merci Fanny, c'est clair, on voit que tu es vraiment à la croisée des deux visions dans ton cas. Et tant que tu as la parole, en santé, on sait que la rentabilité, elle s'acquiert sur un plus long terme qu'en affinitaire. Mais tu dirais qu'on parle de quel horizon ? Je dirais que sur la santé, côté grossiste, nous, on cherche la rentabilité en année 2.
Et pour l'assureur, ça a une durée un petit peu plus longue. C'est plutôt, généralement, on lise sur 3 ans. Hein, les contrats se lisent sur 3 ans. Donc, évidemment, pour que ça soit le cas, parce que c'est relativement court quand même, hein, en année 1, on est très strict sur ce pilotage des produits. On doit, nous, s'assurer que nos propres coûts de développement, frais de développement, de mise en œuvre soient pris en charge, hein, parce qu'il y a des coûts de formation, de mise en place. Je parlais tout à l'heure de l'extranet courtier, ça veut dire qu'il y a des développements assez importants. Et pour l'assureur, la mise en place, il y a souvent la surconsommation de première année, hein, qu'il faut veiller. Et puis, il y a les conditions de rémunération qui sont généralement en précompte. Et donc, c'est cet équilibre qu'on doit avoir. Donc, à l'année 1, on suit ça, j'avais envie de dire comme le lait sur le feu, hein, c'est-à-dire qu'on s'assure vraiment, tout est très analysé. Année 2, ça chez le grossiste, et c'est l'année 3 qu'on doit réussir à trouver avec notre porteur de risque. Super clair, merci Fanny. Arnaud, de ton côté, toi, ce que tu dis, on en a parlé ensemble avant notre échange, c'est que la rentabilité, elle ne s'obtient pas tant par le produit, mais plutôt par la distribution. Tu veux bien nous expliquer ton point de vue ? Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Je dirais qu'effectivement, c'est plutôt un subtil équilibre entre le produit et la distribution, parce que l'objectif, c'est bien effectivement de vendre. Le propre de l'affinitaire, c'est l'ultra-mutualisation, l'ultra-spécialisation, l'ultra-complémentarité. Et autrement dit, le volume, la pertinence et la cohérence du produit est un prérequis, mais la distribution et la qualité de la distribution est extrêmement important dans le schéma. En effet, le produit donné, il peut être rentable ou pas, il peut être pertinent ou pas, mais c'est vraiment le schéma de distribution qu'on va y associer qui va effectivement confirmer à la fois la pertinence du produit et son niveau de performance. Le prérequis, c'est bien sûr que le produit d'assurance soit correctement construit et qu'il réponde à un besoin du consommateur, puisque, in fine, le but, c'est d'équiper un consommateur dans un moment de consommation et de vie où cela soit pertinent pour lui. Et donc, nous, notre mission, c'est vraiment de projeter, de proposer ces produits-là et ensuite d'animer les ventes en partenariat avec nos distributeurs. On voit des choix de distribution qui sont très différents, des produits qui sont en inclusion, des produits qui sont proposés en option, etc. On voit pour un même produit des schémas de distribution différents qui donnent des niveaux de rendement différents et donc derrière des niveaux de rentabilité, tant pour le distributeur, pour le courtier, pour le gestionnaire et pour l'assureur derrière. Donc vraiment, il y a une vraie notion qui est à qui adresse-t-on quel produit et comment va-t-on le distribuer et comment génère-t-on du volume, puisque encore une fois, le but, c'est vraiment de créer de la valeur pour le consommateur. Donc, le but, c'est que les produits soient consommés. Et donc, la rentabilité, on va la générer en partie par le volume qui est une dimension extrêmement importante. Après, effectivement, on suit cette rentabilité comme l'ont décrit chacun des contributeurs de manière finalement, enfin chacun a ses propres méthodes, mais de manière assez classique, puisque il est absolument clé que l'équilibre financier derrière un produit d'assurance soit consistant, sinon c'est pas pérenne. On va avoir, en fonction à nouveau des modèles de distribution, des enjeux de rentabilité qui vont pas être les mêmes. On y verra peut-être plus tard, mais parfois l'enjeu va être de contenir la rentabilité, générer plus de sinistres, en somme. Parfois, ça va être justement faire en sorte de mieux calibrer les garanties pour maîtriser les S sur P. Et effectivement, comme le rappelait Fanny, le monitoring de ces produits, quels que soient les modes de distribution au jour le jour, est vraiment un sujet absolument clé pour s'assurer
de la bonne direction de la rentabilité d'un produit. Il ne faut pas qu'il soit trop rentable, c'est un problème réglementaire. Il ne faut pas qu'il soit pas assez rentable, bien sûr, ça devient un problème financier et économique. Donc, subtil équilibre entre la pertinence et la construction du produit et la maîtrise de la distribution. Merci beaucoup Arnaud pour cette vision. Et merci à tous. On a eu des visions différentes sur la rentabilité entre les assureurs et les courtiers, mais il y a un accord commun sur cet équilibre à trouver entre les parties, sur la rentabilité technique, le positionnement tarifaire, le niveau des commissions, et on a parlé de la distribution avec Arnaud. Donc merci pour vos visions. Je voudrais qu'en conclusion de cette partie, on puisse voir le résultat du sondage de notre audience sur les challenges qu'ils rencontrent en termes de rentabilité. Et on voit que le sujet majeur, c'est justement ce que discutait Arnaud à l'instant, c'est sur la distribution. Donc, on peut avoir un produit qui techniquement est viable, mais sur lequel on doit faire des efforts conséquents en matière de distribution pour s'assurer de sa rentabilité à long terme. J'espère du coup que les visions partagées vous ont éclairé aussi sur vos questions. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de notre webinaire. Juste avant, on peut peut-être lancer un deuxième sondage sur lequel on reviendra à la fin de l'échange justement, toujours sur le sujet de la rentabilité. Quels sont les plus gros points de friction entre courtiers et assureurs? Est-ce que c'est une visibilité insuffisante sur les données et sur la performance? Est-ce que c'est un désaccord entre les chiffres partagés? Est-ce que c'est des revalorisations trop brutales ou un manque d'adaptation des produits? Vous avez à nouveau le sondage sur votre écran. Je vous laisse répondre. On y reviendra tout à l'heure. Donc, maintenant qu'on a les visions de chacun, on a très envie tous d'écouter vos exemples concrets. Nabil, si je reviens à toi, est-ce que tu aurais un produit en tête là aujourd'hui pour partager avec l'audience qui a très bien fonctionné d'un point de vue performance? Ouais, j'ai l'exemple d'un produit qu'aucun autre assureur n'a voulu faire il y a 4-5 ans. C'est un produit d'annulation de billets, concerts, spectacles, avec une particularité, c'est qu'il est sans justificatif. Donc, pas besoin de fournir un justificatif pour être remboursé si vous souhaitez annuler votre venue à un événement. Et donc, forcément, on se dit que ça peut être un produit assez risqué. Et l'idée, c'est vraiment de proposer un produit qui est très différenciant et très couvrant pour les assurés. On a eu un premier lancement, un premier produit qui a été lancé sur ce modèle avec des résultats dégradés qu'on a ajusté rapidement. Et on a lancé par la suite toute une série de nouveaux produits sur ce schéma. Et on a eu des ratios combinés entre 85 et 88%, donc une marge assureur entre 12 et 15%, donc tout à fait convenable. Et dans ce cas-là, ce type de produit-là, tout le monde s'y retrouve, le courtier, l'assureur et surtout, également l'assuré, qui a un produit qui est vraiment couvrant pour le coup. Ok, et Nabil, quand tu as commencé, tu as dit on a fait un produit qu'aucun autre assureur n'avait voulu faire. Pourquoi personne ne voulait faire ce produit? Parce que c'est un produit, c'était un produit nouveau pour le marché. L'idée, c'était de se dire, sans justif, on risque d'avoir une forte dérive, de la fraude. Alors, c'est pas de la fraude, mais une forte dérive. Et là, l'idée, c'est qu'on a tout de même intégré une franchise, une notion de franchise dans le produit, ce qui a permis quand même de contenir des annulations, Et puis, au-delà de ça, l'idée, c'était vraiment de prendre le risque, de prendre un peu le pari, de se dire, finalement, le courtier, il attend de nous, assureurs, qu'on prenne un risque. Et en contrepartie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi de manière très rigoureuse et mois par mois les résultats. Et donc, on les a partagés aussi avec le courtier. Et en l'occurrence, donc là, le produit était équilibré, donc tout le monde était content. Oui, et comme tu as la parole, là, tu as partagé un succès. Je trouve qu'on apprend aussi souvent beaucoup des échecs. Est-ce qu'à l'inverse, il y aurait un raté que tu pourrais partager avec l'audience aujourd'hui et puis derrière, comment tu fais en général pour éviter ces échecs? J'ai l'exemple en santé individuelle d'un produit où ça n'a pas fonctionné.
on avait des résultats qui étaient très dégradés et on a dû stopper la commercialisation 1 an et demi, 2 ans après son lancement parce qu'il présentait vraiment des pertes trop importantes. Ouais. Et dans ce cas-là, tu essayes de pas faire ça en général, mais comment tu fais pour éviter ces écueils-là? Après, pour moi, il y a 2 facteurs vraiment importants qui permettent d'éviter un lancement qui ne fonctionnera pas en santé. Évidemment, c'est de travailler sur un juste prix au départ avec le courtier et également de partager une chronique de ratio S sur P, de résultats sur 3 ans pour viser la rentabilité. Comme le disait Fanny tout à l'heure, on sait qu'en santé, la première année est jamais rentable. On a un effet de surconsommation. Mais l'idée, c'est vraiment de définir des points de passage qui permettent de se dire, bon, on se met d'accord sur comment on arrive à un produit rentable sur 3 ans. Et donc, ça amène à mon deuxième point. Ce comment, c'est aussi par un suivi régulier dès les premiers mois de commercialisation, ne pas attendre 1 an pour trouver des pistes d'amélioration. Quand on regarde un produit santé, on peut très rapidement détecter des zones où des foyers de perte. Ça peut être lié à la zone géographique, le canal de distribution, le niveau de couverture, l'âge, le type de garantie. Donc vraiment, on fait des analyses très fines et nos outils nous permettent de le faire. Et puis l'idée, c'est que très rapidement, si on constate une déviation sur un de ces canaux-là, on discute avec le courtier pour revoir à la marge le produit, parce que le courtier il a besoin d'avoir de la visibilité sur la pérennité de ses offres, et de son point de vue, il n'y a rien de pire que de se retrouver dans une situation dans laquelle l'assureur ne lui fait aucun retour pendant toute l'année, et puis lui annonce une majoration de 20% ou plus, après avoir fait des analyses un peu de son côté. Un suivi régulier sera toujours préférable. Okay, donc voilà, en synthèse, les 2 points, c'est des prix les plus justes possibles dès le départ et un suivi régulier pour s'assurer de la pérennité du programme. Hyper clair, merci Nabil. Omar, si on parle de Lovis, c'est une start-up. Donc, dans une start-up, on le sait, il faut aller vite, il faut apprendre vite, il faut s'améliorer vite. Donc, toi, quel apprentissage marquant tu pourrais partager avec notre audience? Alors, effectivement, chez Lovis, on essaie d'aller vite, on essaie de repenser un peu les choses différemment. Lorsqu'on a commencé à lancer nos produits, on était basé sur un modèle assez classique de commissionnement. Et on a compris assez rapidement que ce modèle, en fait, limitait à la fois nos revenus et notre flexibilité en termes de croissance de revenus. Et on a réfléchi, on a retravaillé un peu le modèle et on a fait plusieurs changements qui ont été assez stratégiques pour nous, notamment pour pouvoir augmenter nos revenus. Donc déjà, on a réduit nos commissions. Aujourd'hui, la plupart des courtiers se basent sur une commission fixe. Nous, on a réduit nos commissions et on a ajouté sur cette commission des couches de frais qui sont assez diverses et variées, qui nous ont permis vraiment de moduler nos revenus. Et avec ça, ça nous a permis de mettre en place un système de tarification dynamique basé sur un modèle de gestion de nos frais. Et ça nous permet notamment de tester l'élasticité de nos tarifs sur les différents canaux d'acquisition, ce qui nous permet de trouver le juste équilibre entre un bon niveau de frais et un bon niveau de commissionnement pour arriver à un revenu, à l'équilibre vis-à-vis de nos coûts d'acquisition. Et ça, c'est sans dépendre des assureurs, puisqu'on n'a pas besoin de demander aux assureurs de changer nos tarifs, puisqu'on est courtier. Et puis le troisième point, c'est que comment on peut optimiser nos revenus? Et bien, forcément, en réfléchissant à comment ajouter des produits en upsell, clairement rajouter des autres produits qui vont nous apporter plus de commissionnement, plus de frais, et donc de réfléchir à rajouter ça pour augmenter nos revenus. Et bien sûr, tout en pensant extrêmement multi-équipement, cross-sell. Donc, toutes ces évolutions, elles nous ont permis relativement d'améliorer notre rentabilité, de mieux maîtriser nos marges puisqu'on augmente nos revenus, et ensuite de réduire nos coûts d'acquisition. Donc, en parallèle, en faisant ça, ça nous permet d'avoir plus de budget marketing pour investir encore plus, avoir plus de volumétrie avec un équilibre parfait, et tout ça pour atteindre effectivement un juste milieu entre, comme je le disais au début, un coût d'acquisition qui soit acceptable versus des revenus. Quand on parle de revenus, on parle de combien va nous rapporter un contrat, que ce soit sur l'auto ou de la MRH, à la fin de l'année. Et bien sûr, tout ça, ça a rendu un peu notre modèle scalable parce qu'on a mis en place ce processus sur tous nos produits, on va dire, chez Lovis.
Ok, hyper clair. Donc, merci de partager en transparence les détails de ce modèle économique que vous avez créé. Et si tu devais, Omar, parler aujourd'hui d'un seul produit qui fait référence chez vous en matière de rentabilité, tu nous parlerais de quoi? Alors, effectivement, aujourd'hui, chez Obis, on distribue majoritairement des produits DRD pour le particulier. On va faire de la MRH, on va faire de l'auto, on va faire même de la santé animale, etc. Historiquement, on a été créé avec comme premier produit la MRH et ensuite, on a lancé un produit auto. Même si, effectivement, le produit auto reste un produit assez volatile, assez complexe en termes de résultats techniques, en termes de concurrence, etc., et bien, en fait, c'est ce produit-là sur lequel aujourd'hui, on a mis en place une rentabilité encore plus poussée. Et donc, on l'a optimisé au fur et à mesure, de telle sorte à avoir une revue complète du modèle avec une intégration, par exemple, des frais de souscription, certains frais annexes de courtage, des petits frais qui nous permettent de juste équilibrer nos revenus avec un modèle où aujourd'hui les coûts d'acquisition en auto sont très élevés. Et ensuite, on a optimisé, comme je le disais, ces différents frais pour gagner en compétitivité sur nos primes, soit en les baissant, soit en les augmentant. Ça nous permet vraiment de se concentrer, de se dire, OK, quels sont les segments sur lesquels on est extrêmement compétitif et sur lesquels on peut potentiellement gagner en volumétrie. Donc, on rejoue avec nos frais, on retravaille également la partie segmentation, et ce qui nous permet d'être de plus en plus fort. Et ensuite, l'un des leviers qui est pour nous assez important, c'est de se dire comment on peut, au-delà de ces éléments de revenus, améliorer notre expérience utilisateur, donc les parcours, la relation client, pour augmenter les taux de conversion. Et donc, quand on augmente les taux de conversion, forcément, de facto, on augmente, on réduit le coût d'acquisition, ce qui augmente forcément la volumétrie, et on arrive à un juste équilibre. Donc, on va dire que grâce à toutes ces petites optimisations, même si, comme je disais, le produit auto reste complexe, c'est celui-là où on est aujourd'hui. On a atteint un bon équilibre en termes de rentabilité au niveau de l'OMS. Bah, bravo pour ça. Merci Omar pour ce partage. Fanny, toi, quand on s'est préparé, on a parlé ensemble d'un produit en santé non responsable. Alors, tu voudrais bien nous expliquer comment tu l'as pensé pour maximiser la rentabilité? Avec plaisir, tout à fait. Alors, en fait, on est parti de plusieurs constats sur ce marché de la santé. Il y a une consommation qui se dégrade, qui augmente. On parle de consommation aujourd'hui en santé. Du coup, évidemment, les résultats techniques sont moins bons qu'il y a quelques années et malheureusement, le pouvoir d'achat des particuliers, lui aussi, s'est dégradé. Alors, tout particulièrement, je pense sur les particuliers, la part de santé individuelle qui reste, c'est sur des particuliers et majoritairement des seniors. Donc, fort de tout ça, il nous fallait trouver une santé plus responsable. Alors, on parle de santé non responsable par rapport au contrôle responsable, mais finalement, c'est comment on peut faire pour qu'on pilote mieux la consommation et tout en réussissant à effectivement trouver une cotisation qui soit plus en phase avec les besoins. Et dans ce cadre, la santé non responsable trouve assez bien son marché. Ça nous permet de reconcentrer la santé sur les garanties essentielles, tout en permettant de supprimer ce qui pourrait être des prises en charge de confort, remettre en place des plafonds qui permettent d'avoir un cadre technique qui soit beaucoup mieux structuré pour nos amis actuaires et aussi de responsabiliser les clients. C'est-à-dire que partir de cette vision de la consommation de la santé et faire qu'on soit véritablement dans la protection sociale. Et dans ce cadre-là, tout le monde s'y retrouve. Il y a une cotisation moins chère, des résultats techniques qui sont meilleurs. Et les premiers contrats non responsables qui se sont lancés sur le marché montrent que c'est une activité rentable. Par contre, et c'est là toute la force du courtier et des réseaux de courtiers, ça demande de l'expertise, ça demande un bon diagnostic client et c'est là où courtier, il y a une valeur à asseoir et à montrer. Lorsqu'on est avec un réseau de proximité courtier, avec une vente en face à face, alors qui peut être à distance, mais en tout cas une relation one-to-one qui s'installe, ça fait toute la différence. Et c'est ce qui va permettre aussi de rassurer les porteurs de risques du fait qu'ils fassent face à un réseau pour lequel il y aura le moins de réclamations possible. Voilà. Donc ça, merci Fanny, merci. Alors avec Omar, on parlait auto, avec toi santé non responsable. Arnaud, toi, quand on s'est parlé, on a parlé un peu d'autre chose, pas que de produits, mais aussi d'une offre de service. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Le constat, c'est de se dire que pour certains sujets, certains produits, certains
certaines thématiques, il y a un véritable besoin qui est identifié à nouveau pour le consommateur, que ce soit un pro ou un particulier, mais que pour autant, la solution d'assurance qu'on pourrait projeter est complexe. Parce que ça se vend difficilement. Disons que ça nécessite un effort de vente et donc il y a un coût de mise sur le marché qui est forcément beaucoup plus élevé et le pari pour aller générer des volumes, il est souvent assez compliqué. Et donc parfois on se dit, soyons un peu comme Sénat pragmatique et prenons le sujet de manière plus simple. Plus simple, ça veut dire transformer ce qu'on identifiait comme un besoin en assurance en une prestation de service pour donner une première solution à une clientèle cible, les intéresser à un sujet et éventuellement ensuite pouvoir le convertir en produit d'assurance. Donc concrètement, sur des sujets liés à la vie numérique des entreprises et donc ce qu'on appelle le cyber, on s'est rendu compte qu'équiper des entreprises de moins de X chiffre d'affaires, disons 5 millions de chiffre d'affaires par exemple, il y a une appétence à la problématique qui est importante chez les chefs d'entreprise. En revanche, une appétence aux produits d'assurance qui ne l'est pas du tout. Enfin, en tout cas, qui nécessite un effort de vente extrêmement important pour être équipé. Et donc, on a réfléchi à proposer une prestation d'assistance beaucoup plus simple, beaucoup moins chère, qui puisse être distribuée par tout type de réseau de manière plus flexible, que ce soit des réseaux bancaires ou autres. Et on s'est rendu compte que le niveau d'équipement est tout de suite beaucoup plus fort et ça contribue à sensibiliser les clients à ce sujet du cyber et ça les amène, naturellement c'est un grand mot, mais ça les amène plus facilement d'eux-mêmes à s'interroger au principe de l'assurance cyber et ça constitue une base de gens qui sont sensibilisés, en fait, de potentiels futurs clients à l'assurance. Donc on simplifie le sujet en transformant une proposition d'assurance en une proposition d'un service, en l'occurrence ici d'assistance, qui soit beaucoup plus facilement compréhensible, appréhendable et beaucoup plus facile à vendre pour les réseaux de distribution parce que ça reste important. Pour un réseau de distribution non professionnel, vendre de l'assurance, c'est toujours un exercice complexe et donc coûteux. Vendre une prestation de service ou d'assistance, c'est plus simple et on voit que le niveau d'attachement et le niveau de captation de la clientèle est beaucoup plus important. Merci beaucoup à tous les trois, à tous les quatre, pardon, de partager vos exemples hyper concrets pour rendre les produits rentables. Et les services, on voit que c'est un levier. Merci Arnaud. Avant qu'on passe à la dernière partie, qu'on essaiera d'écourter un petit peu, si vous voulez bien, parce qu'on arrive à 5 minutes de la fin de notre événement, je voulais qu'on partage les résultats du sondage sur les frictions courtiers assureurs autour de la rentabilité. Donc, je découvre avec vous voilà, que ce qui fait le plus mal, c'est la revalorisation brutale. Donc, ça me permet de redire des choses que Nabil ou d'autres ont dit aujourd'hui, c'est que cette continuité dans l'analyse, cette régularité dans la mesure des indicateurs clés, c'est super important pour ne pas avoir cette mauvaise surprise que tout le monde déteste a priori. On voit que les résultats s'équilibrent au fur et à mesure. Vous m'avez piégé en changeant vos réponses. Alors, je vous propose qu'on fasse une forme de troisième partie conclusion, d'accord? On s'adapte un petit peu. Donc, à chacun des intervenants, je vous propose de faire une réponse très synthétique. La question étant simple, c'est, on a parlé des choses qui fonctionnent très bien. Si vous aviez un conseil, un piège à éviter, à donner à l'audience, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire? Nabil, on peut peut-être commencer par toi sur la santé, en 2 phrases. Oui, en 2 phrases, enfin, j'en ai déjà parlé, le suivi régulier, donc, et on le voit avec le sondage, c'est très important. Et un autre point important que j'aimerais mettre en avant sur la santé, c'est miser sur le multi-équipement. Les marges en santé, on le sait, sont très faibles aujourd'hui. Et un bon moyen de pérenniser les partenariats aujourd'hui, c'est le multi-équipement avec des produits de type petite prévoyance, de l'indemnité journalière au SPI ou des garanties accidents. L'assureur, il va améliorer ses marges et le courtier va pouvoir générer de l'upsell. Donc, tout le monde est gagnant sur ce type de produit, sachant que voilà, c'est des produits qui sont plus rentables que la santé d'une manière générale.
Merci Nabil pour la réponse synthétique. Fanny, toi, tu aurais un mauvais souvenir à partager et à éviter pour l'audience aujourd'hui? Alors, on a beaucoup parlé de la nécessité absolue de piloter, de suivre ses résultats. Et si je prends le scope du courtage grossiste, il ne faut pas mettre les courtiers tous dans le même panier, si je peux le dire ainsi. Et donc, dans les éléments clés à piloter et à suivre, c'est d'être en capacité d'analyser les résultats courtier par courtier et du coup de sortir d'un réseau, un ou des courtiers qui feraient que ça puisse se dégrader de manière à préserver la qualité du travail de tous les autres. Voilà, puisque le plus grand nombre fait du travail de qualité. Merci Fanny, merci beaucoup. Omar, toi, tu aurais un dernier conseil? Alors oui, effectivement, moi j'ai un dernier conseil. Donc on a parlé de beaucoup de choses, de rentabilité, de revenus, etc. Et pour moi, l'un des éléments clés, c'est que quand on réfléchit, notamment du prisme du distributeur digital, donc je dis, il est facile de se concentrer uniquement sur l'acquisition, mais l'un des sujets qui pour moi qui est un élément clé, c'est la rétention client, qui est pour moi un des leviers les plus forts pour atteindre vraiment un bon équilibre entre le coût d'acquisition et le revenu à long terme. Donc, il ne faut pas négliger la rétention versus le nombre d'affaires nouvelles qu'on va faire, puisque pour moi, c'est facile de le négliger. Sans une bonne rétention, même avec une forte acquisition, on se retrouve à ne pas pouvoir rentabiliser tous les efforts marketing qu'on va mettre en place pour augmenter la volumétrie, avoir un portefeuille qui se veut sain, et même pour l'assureur, il ne va pas retrouver son équilibre technique et notamment sa rentabilité technique. Donc, vraiment, ne pas négliger la fidélisation et comme dans la partie digitale, on parle de rétention pour mettre en place tous les éléments pour augmenter et améliorer sa rétention au fil qu'on fait des affaires nouvelles. Tu as tout à fait raison, on n'avait pas parlé rétention client encore, mais en effet, c'est le nerf de la guerre aussi pour cette rentabilité. Merci Omar. Arnaud, tu peux clôturer cet échange avec un dernier conseil pour éviter un loupé en matière de rentabilité. Eh bien, sur la partie affinitaire, définitivement, c'est bien travailler la distribution en amont du lancement d'un produit. À nouveau, on peut avoir le meilleur produit du monde. S'il n'est pas correctement adressé, pas au bon moment et pas sous la bonne forme, ça ne marchera pas. Et donc, bien travailler avec notamment les services marketing des distributeurs pour projeter comment est-ce qu'on va adresser le produit, comment, pourquoi, dans quelles conditions, etc., pour quelle valeur on va adresser le produit aux clients finaux. C'est selon moi une étape assez stratégique pour être sûr de ne pas avoir de déconvenus. Merci Arnaud et merci à tous d'avoir fait l'effort de synthétiser vos réponses au maximum. On est arrivé à la fin du webinaire. On a une question de Lorraine pour toi, Omar, qu'on n'aura pas le temps de prendre en live, malheureusement, je suis désolée. Mais par contre, Lorraine, je vous propose de vous mettre en relation avec Omar, si tu veux bien, après l'événement pour que vous puissiez échanger un peu plus en détail à ce sujet. Voilà, désolée pour le timing qui est un peu débordé de mon côté. En tout cas, merci à tous. On a vu que la rentabilité, c'est une préoccupation majeure sur toute la chaîne de valeur. Assureurs, courtiers, spécialistes, grossistes, généralistes. On n'a pas parlé des réassureurs, mais pour eux aussi, c'est une certitude que c'est important. Et j'espère à tous que les pistes évoquées aujourd'hui pour booster la rentabilité de vos produits vous seront utiles. Merci beaucoup à nos 4 invités. Merci à vous, tous les participants. Et il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, très bonne journée. Merci à tous. Au revoir.